Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année de la bande à Khalil consacré au débrief des élections législatives qui sont tenues ce samedi en Côte d'Ivoire. Bonsoir Président Jean-Paul Leroux. Bonsoir Khalil. Bonsoir Vincent. Bonsoir Khalil. Bonsoir Norbert. Bonsoir Khalil. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Khalil. Messieurs, on va d'abord s'attarder sur le taux de participation de ce scrutin. On nous annonce sur la CEI 32,34%. Président, l'abstention encore la principale gagnante de ce scrutin. Oui, malheureusement, nous avons assisté à une élection, j'espérais, pour ma part, vous savez que je suis un partisan du vote massif. Pour ma part, j'espérais que les Ivoiriens allaient sortir pour participer à ce choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les Ivoiriens nous expliquent par ce fait qu'ils désespèrent en réalité, soit de la classe politique ou de comment la politique est faite en Côte d'Ivoire. C'est certainement des pistes de réflexion que chaque famille politique devra aborder parce qu'une élection législative qui engage nos élus à l'Assemblée nationale, ceux qui vont voter les lois qui vont nous impacter tous, quand les Ivoiriens ne s'y intéressent pas et qu'on constate un certain nombre, je pourrais dire, d'irrégularités, cela pose une question de morale publique. Et je pense que pour l'instant, c'est cet enseignement qu'on peut tirer parce qu'à la dernière législature, on était autour de 36%. 37,88. Voilà, 37, et aujourd'hui, on descend à 34. 32. Tout en sachant que le corpus des électeurs a augmenté entre il y a 5 ans et puis aujourd'hui. Donc il y a de vraies raisons de s'interroger. 36%, 32% des Ivoiriens ont voté pour choisir des députés qui vont agir pour impacter 100% des Ivoiriens. Et c'est à s'inquiéter et puis certainement trouver soit de façon nationale, mais certainement ça va débuter au niveau des formations politiques. Bien. Pour une véritable réflexion sur comment mener la vie politique en Côte d'Ivoire. Pour le moment, on reste sur le taux de participation. Après, on parlera de conditions, rassurez-vous. Allez-y, ça. Le taux de participation, en fait, reflète réellement ce que les législatives représentent comme enjeu au sein des populations. Je le disais lors de la dernière émission, je disais au président que cet engouement n'est que factice. Cet engouement n'est pas véritablement réel. La plupart des citoyens ivoiriens ignorent même ce que c'est que le rôle d'un député. Malgré tout cet élan des différents candidats d'aller s'exprimer auprès de nos très chers parents sous des huttes ou des cabanes, le résultat escompté n'y est pas. Alors, est-ce qu'on peut expliquer cela par plusieurs facteurs? On a eu ces élections du 25 octobre qui certainement aussi ont joué. On a aussi ce désenchantement vis-à-vis même de la classe politique dans son ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire sort d'un long cycle de traumatisme depuis 2011. On l'ignore, on fait fi de l'ignorer, mais c'est un fait. Aujourd'hui, on a une population qui est quasiment jeune. Quel est son centre d'intérêt? Est-ce que la politique joue un enjeu majeur dans la vie des jeunes Ivoiriens et aussi, est-ce que cette classe politique-là est véritablement responsable? C'est plusieurs questions qu'on a à se poser, mais bon, c'est quand même dommage. Et je dis véritablement que ce taux-là, peut-être même il a été avec un petit peu de levure de la part de la CEI, si je dois m'exprimer de façon gastronomique. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un désenchantement qui est quand même triste. Voilà. Pourquoi utiliser une formule pâtissière quand on sait que justement, dans ce pays... je vais répondre à cette question. Pourquoi utiliser une formule pâtissière? Ça me fait penser à quelqu'un, excellentes analyses de mes chers confrères, à compléter aussi par... Nous sommes à la fin de l'année. Oui, mais à compléter par le rôle joué par le président Laurent Gbagbo, qui a appelé au boycott de cette élection. N'a-t-il pas été écouté par les Ivoiriens? Il faudrait peut-être aussi évoquer cette piste, non, pour expliquer ce taux de participation qui serait de 32% et des poussières, qui n'est pas, ça, moi je
que la CEI prétend être à 32,7%. Le président Gbagbo a dit qu'il ne fallait pas aller voter. Je pense qu'il a été pas mal suivi, non? Vous avez vu un peu les résultats des indépendants, des insoumis? On viendra sur ce sujet. Qu'est-ce que ça dit? Les 70 autres ou bien 60 c'est la majorité silencieuse. Pourcentages appartiennent au président Laurent Gbagbo. C'est ce calcul-là que tu fais? Non, je complétais ton analyse. Je souligne que tu as complètement oublié, mais c'est sans doute... non, c'est pour éviter de recevoir tes flèches que je n'ai pas voulu arriver sur la question. Mais pourquoi ne parles-tu pas du président Gbagbo qui a dit n'allez pas voter? Monsieur, c'est bon, Jean-Yves. Oui, en fait, pour moi, on a deux hypothèses. On a deux hypothèses. Soit la première hypothèse, c'est que les Ivoiriens, je pense qu'aujourd'hui, ils sont à un stade où il y a ce désamour, pour ne pas dire, ou bien ce manque de confiance qu'ils ont en cette commission électorale indépendante. Et je pense que ça s'est traduit aussi par plusieurs incidents qu'on a eu. Je pense qu'on aura la possibilité de revenir sur ces différents incidents-là. Donc, on a ça déjà qui est un premier point. Donc, ça, c'est la première hypothèse. Et sinon, la seconde hypothèse, c'est que peut-être au niveau des partis politiques aussi qui se sont présentés à ces élections législatives-là, n'ont pas, en fait, d'offres alléchantes. Donc, les populations ne sont pas senties concernées par ces différentes propositions-là. Et lorsqu'on regarde même les campagnes, on était plus sur c'est-à-dire sur des campagnes qui n'avait rien à voir même avec le rôle véritable du député à l'Assemblée nationale. Donc, ils étaient plus sur des aspects voilà ce que je peux vous offrir, je vous offre, ou du moins on prend des infrastructures, par exemple des routes qui seront construites, des ambulances qu'on doit offrir, et voilà, on met ça au nom du député, sachant qu'on a des plaques jaunes là-dessus, voilà. Donc en fait, on avait tout et n'importe quoi durant ces campagnes-là. Donc moi je pense que ça aussi jouait, parce que véritablement la majorité des Ivoiriens ne se sentaient pas concernés. Et comme Nissan l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a eu pas mal de levures, et on aura la possibilité de revenir sur un cas vraiment bien particulier. Et je pense qu'à travers ce cas-là va symboliser, je pense, tout ce qui s'est passé durant ces élections, même moi je dirais pendant ces 15 dernières années en Côte d'Ivoire. Bien, vous avez mis le pied dans le plat. Le cas d'Odiéné. Émission très pâtissière. On va mettre le pied dans le plat. Voilà, dans la continuité. C'est-à-dire à Odiéné, de 2021 jusqu'à 2025, il n'y a pas eu de mort. Non, pas un seul. Pas un seul. Alors, d'ailleurs, moi, donc là maintenant, on s'intéresse aux conditions. Hein. Moi, j'ai une question très simple, très cash pour commencer cette émission. Il y a eu la théorie ici du chacun surveille son bureau de vote. Oui. Quel est le résultat finalement? Mais c'est que ceux qui n'ont pas eu les moyens de surveiller au-delà du bureau de vote, de surveiller leur vote, certainement se sont fait avoir s'ils avaient des adversaires qui étaient enclins à la tricherie et à la fraude. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire? Non, il ne s'agit pas de ça. Les gens connaissent la Côte d'Ivoire. Hein. Les gens savent. Les gens font comme si la fraude et la tricherie dans notre pays là a démarré en 2011 à l'arrivée du pouvoir Ouattara. Non. Même, on se souvient un moment, en 90, Laurent Gbagbo, même dans son camp, il y a certains qui ont dit que c'est parce que Félix Houphouët-Boigny avait triché, sinon il aurait eu plus de 18%. Non, ne faisons pas comme si la question des irrégularités lors des élections dans notre pays, la Côte d'Ivoire, elle est nouvelle, elle n'est pas nouvelle. Les zones où les gens sont beaucoup plus regardants, les candidats sont beaucoup plus regardants, tatillons et surveillent le vote des Ivoiriens, ils arrivent dans une large mesure à réduire les actes de tricherie et de fraude. Ça, il n'y a rien à faire. Et ceux qui ont pu réussir cela, ce sont plusieurs faits. Et puis, n'oublions pas, hein, ça fait 10 ans, l'opposition ivoirienne, depuis 2018, c'est pas 10 ans, hein, ça fait 7 ans, les comités, les commissions électorales locales, c'est là-bas, il y a eu certains votes. Quand aujourd'hui, Assalé Tcheboko dit
ils ont renversé les votes. Ils ont renversé ça où? C'est la commission électorale et locale que ça a été renversé, s'il y a eu vraiment renversement de vote. Donc voilà des réalités que moi, j'estimais que chaque candidat qui était dans sa circonscription pouvait surveiller son vote. Donc, et quand on dit surveiller son vote là, ce n'est pas seulement le candidat, hein, c'est aussi le citoyen qui va voter. C'est-à-dire, je m'en vais à 8h, 9h, je vais voter. S'il le faut, je reste vigilant, de sorte que l'urne dans laquelle je vais mettre mon bulletin de vote soit scellée. Et veiller à ce que l'urne dans laquelle j'ai mis mon bulletin de vote à 18h soit ouverte devant moi et qu'on coupe les scellés devant moi pour faire le dépouillement. Voilà des réalités, voilà des habitudes que l'Ivoirien lambda sensible à la question électorale devrait prendre dans son habitude de vote. Regardez, président, ce que le président CEU dit. Il fait état, je pense c'est un mot, d'échauffourées. Des chaufferées, mais qui ont été bel et bien maîtrisées par nos agents et les forces de l'ordre. Ces incidents sont mineurs au point de ne pas affecter le bon déroulement du processus électoral. Bon, on a le patron de la CEI qui organise les élections, qui est censé organiser les élections, surveiller les votes, comme on dit, qui minimise un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a Facebook, on a tous les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est passé. Et, on acte finalement que malgré tout ça, des résultats ont été validés. Donc, c'est l'échec de la stratégie de chacun surveiller son bureau de vote finalement et qu'il fallait s'y attendre ou pas. Il y a une forme de déni, j'ai l'impression, dans la classe politique. Non, il n'y a pas de déni. Il n'y a pas de déni. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, le jeu électoral en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, c'est depuis 1990, ce n'est pas nouveau. Les choses se sont certainement accentuées dans certaines zones, ont diminué dans d'autres, mais ne faisons pas comme si Parce qu'avant, président, il n'y avait pas Facebook pour qu'on puisse voir ce qui se passait. Aujourd'hui, malgré qu'il y ait Facebook, au fait, ça passe comme une lettre à la poste. Ta question, en fait, parce que c'est pour que... Ta question, tu es en train de me demander de juger ou d'opérer un jugement de valeur c'est pas ça, sur l'appréciation je me dis, du président de la CEI. Finalement, non, enfin, je reprends ces propos, pour moi, ça fasse pour moi un sens. Hein. Vous aurez la parole, monsieur, mais pour moi, c'est intéressant de planter ce débat, parce que, bon, finalement, à chaque élection, à chaque campagne, on va se chauffer ici, faire des trucs, aller voter, et après se retrouver dans le même scénario pour dire, ils ont volé mes élections, ils ont voulu me tuer, les posts sur Facebook étaient ahurissants, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire depuis 2 mois. Mais vous savez combien de bureaux de vote il y avait? Monsieur le Président. Vous savez combien de circonscriptions on avait? On va continuer. Allez, bon. Alors, ce qui est intéressant, en fait... C'est dramatique. Et les incidents dont vous parlez se sont produits à l'échelle des centaines de bureaux de vote qu'il y avait, se sont déroulés dans combien de bureaux de vote? Donc, président, vous donnez raison, en fait, au président de la CEI. Donc, c'était des incidents mineurs avec quelques échauffourées. Je ne dis pas cela. Si on doit quantifier le nombre de bureaux de vote... C'est sur quelle base chiffrée, vous, aujourd'hui, vous voulez porter un jugement de valeur sur l'appréciation du président de la CEI? C'est vous qui faites les débats. Il ne néglige pas. Mais, président, qu'est-ce qu'on met dans... Il dit ces incidents sont mineurs de sorte à ne pas pouvoir impacter de façon sérieuse la sincérité du scrutin. Donc à partir du moment donc vous rentrez dans le même narratif que le président de la CEI. Il est revenu avec son vocabulaire. Mais effectivement, oui, effectivement. Alors, pour venir sur quelque chose de très intéressant, moi j'aime bien, nous sommes sur la dernière émission, on m'a toujours ici, surtout pendant toutes ces joutes électorales et les différentes discussions qu'on a eues, on m'a attribué en fait un qualificatif, l'anarchiste. Et j'aime bien. Parce que, en tant qu'anarchiste, je vois aujourd'hui que le président Jean-Paul Aureau veut utiliser, d'accord, ma pratique d'anarchiste. Allez voter, surveillez vos votes. Et si on vole vos votes, bondissez sur l'urne et faites-vous justice. C'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Heureusement que là, dans votre explication, le président de la CEI a remis les choses dans leur contexte. Il parle des agents et des forces de l'ordre. Donc on considère que les bureaux de vote, d'accord, sont en présence des agents, d'accord, de la CEI, la Commission électorale indépendante, et des forces de l'ordre. C'est cela une république, c'est comme ça les choses fonctionnent. On ne se fait pas justice. Moi, j'entends souvent des gens dire en Côte d'Ivoire, oui, quand vous votez, surveillez votre vote. Mais attendez, on est dans un pays, où on est dans une exception rare.
Peut-être même surveiller le mais vote. non, mais ça. et j'entends ça souvent, j'entends ça souvent des hommes politiques. Là, je suis pas sur le cadre, j'entends des hommes politiques qui disent ça. Surveillez, mais attendez, mais la CEI, ces gens-là, ils sont payés avec l'argent du contribuable ivoirien. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Attendez-vous pas surveiller vos votes. Non, mais attendez. Vous nous avez donné un magnifique exemple tout à On va l'heure. pas te faire la Si vous sécurité. votez à 8h. C'est-à-dire, moi, je viens à 8h et je répète parce que tu m'as pas compris. Non, attendez, non, attendez, tu vas pas- on va pas refaire l'émission. On va pas refaire l'émission. Mais Non. même si je ne prends pas votre Et puis, exemple. sortez de la surinterprétation de mes propos. Vous n'êtes pas le seul. On doit se faire avec de la théorie du surveillement du bureau de vote. Même si je ne prends pas votre exemple, heureusement que vous aviez dit que les caméras des téléphones portables sont très utiles. Et on les a vues sur Facebook, mais le résultat n'a pas été escompté. Donc, pour revenir sur ce que je disais, les tricheries. Ouais, c'est sur Facebook. Les tricheries. On doit annuler le vote là-bas. Président. Alors, la perfection n'existe nulle part. Nous avons vu le cas. Je pense que Facebook, là, c'est ça la réalité. Nous avons vu, cher Norbert, aux États-Unis, entre Al Gore et George Bush. Nous ne sommes pas en train de dire que la Côte d'Ivoire doit être une perfection. Ce n'est pas cela. D'accord? Il y a des irrégularités qui existent partout. Et quand vous nous sortez l'exemple de 1990 entre le PDCI RDA et le FPI jadis, ce n'est pas un argument, très cher président. Je pense que... Non, ne prenez pas... Non, ne confondez pas argument et illustration. Je pense que... Non, je provoque personnel. Ne confondez pas argument et illustration. Entre 90 ne confondez pas argument et illustration. 90 et 2025, il y a eu du progrès. On a eu ici des invités qui nous ont dit tout fonctionne bien en Côte d'Ivoire, que la perfection n'existe pas, mais les choses minimales existent. Mais comme par enchantement, j'ai l'impression qu'on rétrograde au-delà d'accord de 90 et on revient au parti unique avec d'accord ces techniques qui ne sont pas dignes de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ici, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme en disant mais c'est bien beau mon cher Jean-Yves, on parle des programmes, on parle des différents indépendants, mais qu'est-ce qui a changé soudainement en quelques semaines en Côte d'Ivoire? Le même président assis ici m'a dit Nsa Toungla, toujours la même rengaine, et voilà les résultats de la rengaine. Donc pour finir, il a le même argumentaire que notre très cher Koulibaly Kubière. Maîtrise, fais attention à tes doigts. Vous savez, j'ai bien aimé son, comme je dirais, son logos. Ou bien son logos. Vous savez, il a fait aujourd'hui ce qu'on appelle dans l'apprentissage du discours, dans le développement du discours, ce que nous a appris. Dans un discours, il y a ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire l'argumentaire, et le pathos, c'est-à-dire ce qui touche le cœur. Sentiment. Mon jeune frère est beaucoup plus resté dans le pathos, sans vouloir toucher au logos. Cet extrait met le feu aux poudres en dénonçant des irrégularités massives lors des législatives 2025. À Tia-Saleh, des bureaux où un candidat gagne clairement deviennent des défaites à la commission locale, avec des voix qui gonflent mystérieusement à la centrale. On parle de PV ignorés sous prétexte technique, de taux suspects à 100% dans certaines zones et d'une impression que la CEI dispose d'un système pour manipuler les chiffres. Les intervenants pointent un problème récurrent depuis des années, aggravé selon eux par un pouvoir qui contrôle le processus, rendant la stratégie « surveillez votre vote » inefficace face à des commissions locales et centrales influencées. Ça interroge la confiance dans les institutions et explique en partie le faible taux de participation. Beaucoup d'Ivoiriens semblent désabusés. Au-delà des accusations, ce débat montre les frustrations d'une opposition qui se sent piégée et la difficulté de construire une démocratie apaisée quand les résultats sont contestés. Qu'en pensez-vous? Fraude organisée ou incident isolé? La faible participation reflète-t-il un vrai désintérêt ou une défiance? Dites-le en commentaire, likez si ça vous a interpellé et abonnez-vous pour plus de décryptage brûlant sur la politique ivoirienne.